de commencer par un tour de table, même s'il n'y a pas de table. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez, je dirais, vous présenter les uns et les autres, les unes et les autres en l'occurrence, et puis prendre aussi le temps au passage de présenter l'organisation pour laquelle vous travaillez. L'idée c'est que l'audience, l'auditoire puisse bien comprendre de quoi il s'agit ici, c'est-à-dire voilà, des observateurs, des personnes qui construisent, qui participent à, et puis aussi des gens qui font concrètement. Sans dire que le reste n'est pas concret, mais qui sont aussi en prise directe avec des logiques de production agricole. Donc on va faire un échange, je dirais, assez ouvert. On passera aussi la parole à l'audience pour quelques questions. Et puis ce sera le mot de la fin d'ici midi 10, comme on a un peu de retard. On excuse. Isabelle, je te propose de prendre la parole. Et puis ensuite, on aura la présentation des autres interlocuteurs. Merci beaucoup, merci à tous pour votre participation. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis donc Isabelle Senand, directrice des études à la FCD. La FCD, c'est la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. Nous représentons notamment des acteurs dans le commerce alimentaire comme Carrefour, Système U, Auchan, etc., mais également d'autres acteurs dans le commerce non alimentaire, comme Decathlon par exemple, etc. Donc mon poste, c'est un poste d'observatrice, puisque je suis économiste, et ma fonction consiste à suivre l'actualité et la conjoncture en fait sur l'ensemble de la filière, donc de l'amont. Je m'intéresse à la fois au prix agricole jusqu'à l'aval, au comportement des consommateurs. Merci Isabelle. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Philippe Dubois de la Sablonnière, responsable économie internationale à la coopération agricole, la représentation nationale des coopératives agricoles en France. Quelques chiffres, de toute façon j'y reviendrai après, mais environ 2000 coopératives derrière. Voilà, 3 agriculteurs sur 4 qui sont adhérents d'une coopérative, 190 000 salariés, 100 milliards de chiffre d'affaires, voilà, un gros morceau qui a l'interface entre l'amont et agricole et puis l'aval agricole. Et donc dans mon poste, voilà, c'est très très large. Je m'occupe à la fois des sujets de conjoncture économique des filières agricoles, des sujets de compétitivité des coopératives agricoles, voilà, les sujets de répartition de la valeur dans la chaîne agroalimentaire, et puis l'international, pas mal de sujets export sur l'agricole. Merci Philippe. Merci aussi pour l'invitation. Joël Piot, directeur de la coopérative de sel de Noirmoutier. Donc je suis arrivé il y a 2 ans à la coopérative. La coopérative, comme son nom l'indique, elle est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement et commercialisation du sel. Donc un sel d'origine, hein, c'est un sel 100% naturel, contrairement à des sels industriels plus blancs. Voilà. Je suis en charge forcément de toutes les opérations sur la coopérative et entre autres voilà, d'essayer de diversifier la commercialisation sur les différents marchés, que ce soit GMS, RHD, Export. Voilà. Et partenaires athlétiques engagés dans la démarche. Et effectivement, donc on a choisi d'adosser les couleurs du label athlétique à notre image en 2022. Donc c'est suite à une démarche et une réflexion sur le futur bio dans le sel, hein, puisque la Commission européenne a décidé en 2015, je crois, d'inscrire le sel dans le cahier des charges bio européen. Et donc voilà, ici la démarche avec un comité d'experts qui a essayé de définir un cahier des charges. Finalement, il n'y a pas de consensus au niveau des États européens. Et l'Europe a renvoyé le bébé à chaque État, et chaque État est en charge aujourd'hui de faire labelliser les sels bio. Et du coup, étant donné qu'on n'est pas très favorable justement à ces labels bio, le sel c'est un minéral déjà, nous on ne comprenait pas bien pourquoi, quel est l'intérêt d'aller sur le bio. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se différencier autrement sur le marché en allant chercher justement une labellisation qui nous démarre. Quand on a regardé un petit peu notre modèle économique, notre fonctionnement, on s'est rendu compte qu'on était un modèle de commerce équitable à part entière. Et donc on s'est rapproché des différents opérateurs. Naturellement, on est allé vers Agrity parce que c'est le numéro 1 en France.
plus les vendez. On aura eu le temps d'aller voir ailleurs. Voilà. Merci Joël pour ces petits éclairages, ce complément sur la coopérative Isabelle Normoutier. Isabelle, depuis je me tourne vers toi en fait, puisque là ce qu'on a c'est je dirais, un exemple concret d'un engagement d'entreprise avec Isabelle Normoutier sur cette plus-value, cet axe de différenciation qui est équitable. Donc ça c'est des choix d'entreprise qui sont aussi des convictions et peut-être même surtout des convictions avant tout. Mais Isabelle, toi qui es observatrice et qui vois les choses de façon macro, qu'est-ce que tu as lu sur les dernières années de la consommation, des tendances de consommation sur la consommation générale alimentaire, mais aussi peut-être je dirais avec des sites de qualité ou bio et autres, et comment ça se traduit dans un contexte je dirais, actuel très compliqué, inflationniste comme on ne l'avait pas vu depuis de nombreuses années, l'arbitrage du conso, ses choix, ses convictions. Est-ce que il y a une résonance toujours équivalente, différente ou peut-être en déclin sur ces engagements d'entreprise qui sont forts et qui changent la nature des filières locales. Donc quelques chiffres à l'écran au passage, pour que tout suive bien le contenu. Très bien, merci. Tu diras quand est-ce qu'il faut avancer. D'accord. Alors, j'ai lu beaucoup de choses, comme tout le monde, sur les évolutions de consommation au cours des dernières années, parce qu'il s'est passé énormément de choses, notamment depuis la crise Covid de 2020, où on avait assisté à un effondrement de la consommation au global, pas de la consommation alimentaire, mais des autres modes de consommation, avec un rebond en 2021, et puis de nouveau on est sur un tassement de la croissance globale économique depuis 2022, un tassement qui s'est confirmé en 2023. L'INSEE a sorti ce matin ses derniers chiffres de croissance sur le PIB, revenu, RDB, pouvoir d'achat des ménages, etc. Côté PIB, on est sur moins de 1% de hausse en 2023. On était à 2,5 l'année dernière. Côté revenu disponible brut des ménages, ça s'est maintenu, mais à un très très faible niveau. En revanche, quand on regarde la consommation d'une manière générale, ralentissement de la consommation au global, en volume, et surtout baisse de 4,5%, j'y reviendrai tout à l'heure, de la consommation alimentaire des ménages en 2023 sur l'ensemble de l'année. Donc c'est une baisse historique. Alors quand on regarde la petite slide que je vous ai mise juste là, en fait, c'est le poids de l'alimentaire dans la consommation des ménages. On entend très souvent que la consommation des ménages Les représentants de BCC. Le crédit agricole, on peut pas compétition. On va aller les voir un peu plus en possible. Donc je continue, je ne sais pas si on m'entend. Donc le poids de cette consommation des ménages nous explique souvent que c'est 12-13% des dépenses globales des ménages en valeur. En fait, c'est totalement faux. Hein. On est sur plus de 20%, comme on peut le voir sur toute cette slide. Le bleu foncé, c'est la consommation alimentaire avec les boissons alcoolisées. Donc à partir de là, on est déjà au-dessus de 15%. Et si on ajoute la restauration, vous voyez, les dépenses en service de restauration, on est sur plus de 20% des dépenses en valeur. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup aux idées reçues, ça ne baisse plus. Ça fait 30 ans que c'est quelque chose qui est relativement stable. Alors bien évidemment, il y a des évolutions en valeur ou en volume en fonction des années. Et quand on regarde ce poids global, on est à plus de 22%, là j'ai fait l'estimation pour 2023, et on est dans la moyenne européenne. Et ce qu'on a nous en tête dans le commerce externe, c'est la performance de notre secteur qui est d'environ en valeur 2 milliards sur l'année 2022. Et j'avais en tête moi que la consommation en valeur alimentaire française c'est autour de 110-115 milliards par an. Non, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus. En fait, le 110-120 milliards, ça correspond au PGC FLS, produit de grande consommation, frais libre service, qui est suivi en hyper et supermarché. Et quand on regarde les dépenses totales de consommation des ménages en valeur à domicile, on est sur 205 milliards d'euros en 2022 avec les boissons alcoolisées. Et sur 2023, on peut l'estimer à 220 milliards. D'accord. Et il faut ajouter
90-95 milliards d'euros en service de restauration. Donc on est sur un truc qui pèse plus de 300 milliards. D'accord. C'est du lourd. Au passage, dire que le commerce équitable a beaucoup encore à faire pour convertir la consommation alimentaire et devenir quelque chose de significatif dans le panier moyen de consommation des Français. Tout à fait. Tu peux passer sur la slide suivante. Juste quelques mots rapides sur les évolutions de consommation. Là, on est en dynamique. La slide démarre en 2015 et se termine fin 2023. On voit deux courbes, une verte qui est celle des prix à la consommation, avec ce boom inflationniste qui s'est accéléré à partir de 2022. Et en parallèle, l'évolution des dépenses de consommation alimentaire des ménages pour leur consommation à domicile. Donc clairement, il y a un écart qui est très très visible et qui s'est creusé entre ces deux courbes, avec une hausse des prix de quasiment 12% en moyenne annuelle côté prix et consommation alimentaire, et un recul de 4,4% pour les dépenses de consommation alimentaire à domicile. C'est une baisse historique. Depuis la série remonte à 1980, on n'avait jamais vu ce décrochage. Alors, si on veut être totalement exhaustif, quand on regarde l'assiette des Français, il conviendrait d'ajouter les dépenses en restauration en foyer, qu'on n'a pas ici, qui, elles, ont continué de progresser en 2023, moins fortement, parce qu'il y a eu un rattrapage post-Covid en 2021-2022, mais ces dépenses ont encore gagné à peu près 5% en volume en 2023, ce qui fait que la baisse globale en volume des dépenses alimentaires des ménages, on peut l'estimer entre moins 1,8 et moins 2% maximum. Donc voilà. Et ces hausses en valeur ne sont pas du tout marginales dans le portefeuille dans le portefeuille des consommateurs. Puisque c'est 15 milliards de plus pour la consommation à domicile en 2023, porté par cet effet prix. 15 milliards de plus, c'est à peu près 500 € de plus par ménage français en 2023. Et plus la restauration en foyer, donc là on est à plus de 700 € de plus sur une année pour les ménages français sur les 12 mois de l'année. Merci pour cet éclairage, cette explication, parce que ce qui est important et la façon dont on raisonne dans les filières, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que c'est des temps longs. C'est-à-dire que là, ce qu'on a effectivement d'éclairage, c'est la réalité de ce qui se passe sur l'alimentaire, c'est-à-dire des produits finis qu'on achète tous les uns les autres dans les rayons. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a vécu quand même deux éléments tout à fait inédits, je dirais, dans l'histoire de la consommation, même on va dire après l'après-guerre, c'est le Covid et une inflation à 2 points qu'on n'avait jamais observé depuis 15-20 ans, même plus certainement. Donc, alors, juste pour, évidemment, là on est sur des chiffres extrêmement globaux, des moyennes, etc. Dans le détail, quand on regarde par catégorie de ménage, les arbitrages n'ont pas été les mêmes, bien évidemment. Et puis par catégorie de produits, également, on observe des arbitrages différents. Ce qui s'est passé, notamment dans la GMS, dans les moyennes surfaces, c'est une hausse du poids des marques distributeurs au détriment des marques nationales qui, elles, ont perdu du terrain. Et dans ces arbitrages, certains secteurs ont plus particulièrement souffert que d'autres. les achats plaisir, les choses comme ça qui sont un peu moins... Les secteurs plus qualitatifs, exemple typique, le marché des produits biologiques, c'est en baisse de l'ordre de 11% en volume en GMS en 2023. Les produits, tout ce qui est à la coupe en GMS, la viande, le poisson, sont également des segments de marché qui ont souffert. Et du côté du commerce équitable, alors je n'ai pas l'exhaustivité de l'offre en commerce équitable, notamment en produits bruts et produits transformés, mais côté produits transformés labellisés commerce équitable, que ce soit Nord-Sud ou Nord-Nord, on est sur un recul aussi assez important, assez fort, d'après les données des panélistes de ce qui est vendu en grande et moyenne surface. La transition, elle est en fait toute faite. Là, on est sur des chiffres qui sont des chiffres conso, et on voit qu'il y a un effet prix, donc il y a des milliards en plus.
Et j'ai envie de dire, où vont ces filières? C'est pour ça que je me tourne tout de suite vers toi, Philippe, c'est de se dire, les effets prix sont tangibles, sont étayés, factuels. Il y a des effets prix du coup à la hausse significatifs comme jamais observé depuis de très longues années. Les milliards en plus, est-ce qu'ils vont dans les filières, est-ce qu'ils vont à l'amont directement, c'est-à-dire à la production? Est-ce qu'il y a je dirais, un lien rationnel entre les effets prix observés en rayon sur les produits transformés, les produits bruts, et les tendances, les dynamiques filières que vous pouvez voir soit au niveau franco-français, soit peut-être même avec les effets mondialisés des marchés de matières premières qui forcément ont un impact aussi sur qui gagne sa part du gâteau dans les filières. Peut-être prendre un exemple ou deux, c'est très large comme question, donc je te laisse choisir peut-être des exemples illustratifs de filières. Merci pour cette question. Alors, honnêtement, si on voulait tout reprendre en détail, je pense qu'on pourra discuter 4 heures, une journée sans aucun problème, parce que c'est extrêmement complexe comme question. Ça dépend énormément des filières. En France, ça dépend, sur un certain nombre de marchés, sur un certain nombre de filières, pardon, les marchés, c'est totalement mondialisé. Je pense à la filière grain, où en fait, ça dépend totalement du marché mondial, d'événements géopolitiques, etc. J'aurai l'occasion de peut-être d'y revenir. Donc c'est assez variable. Moi, je voudrais repartir un petit peu de la base et ce qu'on appelle communément dans notre jargon les matières premières agricoles et les matières premières industrielles. Je dézoome un petit peu, je reviens juste à la coopération agricole. Nous, on est vraiment à l'interface entre l'amont agricole, que sont les exploitants agricoles, et les différentes filières, et l'aval avec les industries agroalimentaires, puisque en fait il y a un certain nombre de coopératives qui produisent uniquement des produits bruts, mais un certain nombre de coopératives, et je disais 40% du poids de l'agroalimentaire, produisent des produits agroalimentaires semi-transformés ou transformés. Et donc ça, c'est une position assez particulière. Et si je repars vraiment à l'amont sur les matières premières agricoles, je prends un chiffre qui me paraît assez parlant. Juste au moment du Covid, juste avant, décembre 2019 vs décembre 2023, il y a un mois ou deux, quand on regarde les coûts de production agricole, l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole, d'assez connu dans le milieu et qu'on regarde qu'on yeux avec attention, a augmenté de 25%. 25%, c'est le coût moyen des d'achat de moyens de production agricole. Quand on regarde un petit peu, donc il y a énormément de catégories qui sont disponibles, sur les filières végétales, les filières animales. Si je zoome un petit peu sur certains postes, typiquement sur le poste de carburant qui est pas du tout négligeable, toutes filières confondues, notamment dans les filières végétales et les filières grains, c'est plus 38% du coût sur ce poste-là. Les engrais et amendements, c'est environ 45% de plus. Alors effectivement, il y a eu un gros saut avec le conflit russo-ukrainien et je pense que tout le monde, ce conflit a remis un peu au centre de la table la géopolitique agroalimentaire mondiale et le fait que nous, pays européens de l'Est européen, mais aussi de l'Ouest européen, on est très dépendant des engrais russes pour nos filières. Donc ça, c'est un vrai sujet. En alimentation animale, on est à plus 30 ou plus 35% d'augmentation en 3 ans. Et puis un poste qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est achat de matériel agricole, d'entretien, de réparation, on est à plus de 20%. Donc voilà un petit peu le panorama, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même assez important et ça permet d'avoir des éléments. Donc il y a une réelle augmentation très significative du coût de production en France. C'est le cas dans les pays européens et dans le monde d'une manière générale. Alors évidemment, il y a des différences. Ce qui se passe en France n'est pas exactement identique à ce qui se passe dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Pologne, etc. Mais c'est une tendance qui est globalement générale. En termes de... Alors,
je dirais pas, voilà, je suis pas totalement, enfin, voilà, je suis pas un grand spécialiste. J'ai pris mon poste il n'y a pas très longtemps, je suis pas un grand spécialiste de la partie Egalim qui a été mise en place. On en parle énormément au salon avec le potentiel de nouvelle loi Egalim qui va être mis en place. En tout cas, nous, ce qu'on voit en termes de relations entre l'amont et les fournisseurs de produits agricoles et agroalimentaires et la distribution. Je ne reviendrai pas dessus. Notre président Dominique Chargé a pris énormément la parole dans les médias pour alerter et défendre ces aspects-là, et notamment la position des coopératives. C'est que voilà, nous on est très voilà, sur les coûts d'augmentation, sur la hausse du coût de production, pardon. C'est extrêmement factuel. Voilà, on n'invente rien, on juge des chiffres. Et on arrive à des augmentations très importantes. Ce qu'il faut rappeler en fait sur un petit peu cette chaîne agroalimentaire, un petit peu, donc je l'ai rappelé sur les chiffres de la coopération agricole, on n'oublie pas voilà, des éléments qui, dans notre milieu, peuvent paraître des chiffres totalement évidents, mais voilà, on pense au chiffre du recensement général agricole, 390 000 exploitations, 100 000 emplois. Voilà, il faut un petit peu avoir en chiffre en tête ces chiffres-là. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a, alors j'ai plus exactement le chiffre, mais il y a environ 15 000 fournisseurs agroalimentaires pour les distributeurs, leurs demandeurs, j'ai plus exactement le chiffre exact. Et il y a, si je ne dis pas de bêtises, 6 distributeurs. En fait, économiquement, c'est ce qu'on appelle, c'est assez théorique, hein, c'est ce qu'on appelle un peu un oligopole. Donc il y a un vrai sujet d'équilibre de la relation. Voilà. Et effectivement, c'est pas facile voilà, du côté amont, agricole, de faire passer ces hausses-là. Je ne rentre pas trop dans ce détail-là parce que c'est assez politique. Moi, je suis plutôt quelqu'un. Juste un petit peu, mais je pense que c'est important d'avoir des chiffres. Hein. Moi, voilà, chacun on a des positions qui sont assez différentes c'est un sujet qui est assez polémique, et j'aime bien mettre des choses factuelles, et après ensuite on en discute et on se fait son avis à ce niveau-là. Sur aussi la santé économique des filières, au-delà de cette relation et de cette chaîne agroalimentaire avec la grande distribution, il faut avoir en tête que c'est extrêmement variable selon la filière. Je pense, j'en détaille quelques-unes très rapidement, et je pense que je pourrais m'arrêter là. Sur la filière grains et sucre, on est sur une filière qui est totalement mondialisée. En fait, les prix, ce sont des prix de marché en fonction de l'équilibre de l'offre et de la demande. On a des pays qui sont excédentaires, qui exportent vers des pays qui sont déficitaires, et c'est comme ça que se construit le prix de marché. Et pour le coup, voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout local. On le voit avec des événements géopolitiques divers et variés. On l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En fait, les gens ont redécouvert que la mer Noire, la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan étaient des très gros producteurs de céréales, et ont littéralement fait exploser le marché. Et maintenant, on revient un petit peu à des mouvements un peu plus normaux. Voilà, sur la filière, sur l'élevage, en fait, sur la plupart des cheptels, on voit qu'il y a une décapitalisation. Sur la filière laitière, voilà, c'est beaucoup de chiffres, mais pour dire un peu la diversité, la complexité des situations, et c'est pour ça que je te disais que c'est difficile de répondre à cette question et qu'on pourra en discuter 4 heures. Et pour donner un peu des éléments sur la filière d'élevage, donc baisse des cheptels, ça, je pense que tout le monde en est bien conscient, et une baisse des cheptels qui continue. Sur la partie laitière, voilà, baisse des cheptels aussi, mais par rapport à la filière viande, on a une filière qui, 90%, si je dis pas de bêtises, des volumes sont contractualisés. Donc ça, en termes de vision de la rémunération, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, facile. Il y a plus de vision moyenne et longue durée, on va dire moyenne durée pour les producteurs. Sur la filière légumes, fruits et légumes, c'est extrêmement compliqué. On le voit et ça continue. Les niveaux d'importation en France augmentent. Le marché intérieur, nos producteurs ont du mal à fournir le marché intérieur. Alors, il y a plein de sujets, hein, c'est multifactoriel. Mais voilà, si je reprends un petit peu le côté factuel, nos importations de fruits et légumes, notamment d'Europe, je pense à l'Espagne, mais il y a d'autres pays, l'Italie aussi,
des Pays-Bas, d'Allemagne se maintiennent, voire augmentent. Donc ça c'est un vrai sujet. On a des filières qui fonctionnent très bien à l'export, je l'ai dit, donc vin et sucre, la filière produits laitiers qui fonctionne bien à l'export, la filière viticole qui fonctionne très bien à l'export, et en même temps, on se rend compte qu'il y a, c'est revenu un petit peu récemment dans les médias, il y a un lent désamour des Français pour tout ce qui est vin et spiritueux, et ça pose un vrai sujet de maintien de la valeur sur les territoires. Puisque je pense que voilà, ça c'est peut-être un avis un petit peu personnel pour le coup, mais voilà, il y a un équilibre entre la production intérieure et les exportations, les filières qui exportent. Et on voit très bien que en fait, quand on a des filières qui sont un petit peu trop dépendantes de l'exportation, je pense à la partie vin et spiritueux qui est plutôt un bon exemple, qui est quand même assez, voire très dépendante des exportations au niveau mondial, aux États-Unis, en Chine. Et ben on voit que c'est quand même, dès que le marché de débouché n'est plus là, c'est un petit peu compliqué. Donc en termes de valeur ajoutée, voilà, de répartition de la valeur ajoutée, c'est une question qui est complexe. Moi j'aime bien rappeler factuellement sur les coûts des moyens de production agricole, voilà, c'est le cas. Je ne l'ai pas évoqué, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais sur les matières premières industrielles, tout ce qui est énergie, emballage, transport, il y a eu une forte augmentation, alors ça c'est assez. Notamment sur la partie énergie, on revient un petit peu à des niveaux plus bas. Mais voilà, sur un certain nombre de segments, on reste sur, ça baisse, mais on reste sur des niveaux qui sont supérieurs avant la guerre en Ukraine, même avant le Covid. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, on l'a vu, l'inflation a atteint des sommets, je pense, jamais vus. Voilà, c'est quelque chose que c'est assez complexe à expliquer. Voilà, on n'a pas non plus 4 heures, mais j'aime bien voilà, donner ces éléments un petit peu factuels. Et je pense qu'on aura l'occasion d'avoir la partie un peu plus opérationnelle côté coopérative. Merci Philippe pour ce panorama exhaustif. En fait, ce qu'on comprend, c'est quand même qu'il y a des dynamiques générales d'augmentation sur les postes de coûts de production au niveau de la production agricole, et que ça, c'est mécaniquement implémenté dans des politiques d'achat et de vente dans les filières. Donc, ce qui est quand même entre guillemets rassurant, c'est que quand on voit une inflation des prix alimentaires, on comprend quand même qu'elle n'est pas complètement hors sol. Au contraire, elle est quand même connectée à des réalités d'augmentation de coûts de production, mais aussi, comme tu disais, de matières industrielles comme l'énergie, etc. Réconcilier deux visions, ça reste quand même compliqué de ce que je comprends dans le contexte de marché mondialisé, puisque beaucoup de ces filières, notamment le vin par exemple, sont complètement déconnectées finalement des réalités territoires, et cet enjeu de souveraineté alimentaire et de lien au territoire reste plein et entier, notamment dans ces filières-là. Et donc ma question, c'est plutôt côté, je dirais, Joël, ça va être de se dire comment est-ce que vous vivez le rapport de force qui a été décrit notamment par Philippe dans les filières. Peut-être que tu peux nous rappeler comment fonctionne la production de sel, comment fonctionne la filière en question, parce que c'est une filière aussi atypique. Mais là, ce qu'on a compris, c'est que le rapport de force avec 390 000 exploitations, puis 15 000 opérateurs industriels, puis pour ce qui est de la distribution, peut-être 6, enfin quelques centrales en tout cas d'achat. Isabelle, vas-y, si tu veux peut-être préciser quelque chose au passage. Oui. Et puis Joël nous expliquera comment la dynamique de filière que tu connais, avant de parler même de l'aspect. Mais simplement un petit mot sur la vision filière qu'on entend aussi très très souvent avec les 380 000 exploitations agricoles, 15 000 transformateurs et les 5-6 centrales d'achat. En fait, c'est une vision que je trouve assez caricaturale. Parce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même beaucoup dans la raquette. On oublie que la grande distribution alimentaire, c'est moins de la moitié des débouchés des producteurs, des agriculteurs français en fait. Ce qui finit en GMS, c'est moins de 50%. On oublie assez souvent dans ce type de discussion toute la partie export. Tu prends le lait par exemple, 40% du lait produit en France part à l'export. Et ce qui revient vraiment à la GMS, c'est 35% du lait. Donc il y a d'autres exemples de ce type-là.
Donc voilà, je Précision veux importante. précision. Oui, bien Ouais. Et puis concernant les prix, le fameux indice IPAM par évoqué, indice des coûts de production en fait. Donc effectivement, on a eu une flambée là sur 2 ans, mais depuis quelques mois, on est sur une tendance baissière. Donc il faut aussi préciser si on veut vraiment se rapporter à la conjoncture récente. Et que parallèlement à la hausse de ces coûts de production, les indices de prix agricoles sortis de ferme, eux aussi, ont progressé très fortement en 2022 et 2023. Et avec eux, les prix de vente industriels sortis des industries agroalimentaires et in fine les prix à la consommation. Donc voilà, c'est important c'est d'avoir cette important d'avoir une vision précision. exhaustive. Et puis surtout, ça nous permet d'anticiper quand on regardera dans le rétroviseur, dans 4-5 ans, est-ce que ce sera quelque chose de conjoncturel ou une tendance de long terme. On pourra l'observer sur quelques années et se dire, bah, finalement, ça a eu peut-être le mérite de générer un choc qui a rendu réel certains éléments factuels qu'on évoque là, de se dire, bah, en fait, quand ça augmente à la production, il faut que ça augmente en rayon. C'est la voie peut-être naturelle de travail demain sur les filières, si tant est que ça se confirme dans les années qui viennent. Mais il ne faudrait pas, je dirais, avoir le balancier, c'est-à-dire des baisses de coûts de production qu'on observerait tendanciellement ou conjoncturellement sur les grandes balles, qui mécaniquement resserrait ou relancerait ces dynamiques de négo très violentes sur la balle. Ça peut être aussi le cas de se dire, on a justement dans l'agri-éthique vocation à pérenniser ça, c'est-à-dire qu'il y ait des rapports commerciaux qui soient établis entre acteurs qui savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire d'éléments factuels, d'indices, en pas, de matières premières chez vous en cercle, mais aussi d'autres coûts. Et dans les filières agri-éthiques, le but du jeu, c'est qu'on parle à l'aune de ces éléments-là. Et c'est pas le conventionnel qui travaille de cette façon-là, donc peut-être qu'il y aura un effet inverse avec des discussions qui se tendront à venir, puisqu'on observera qu'à la production, globalement, il y a des coûts qui se stabilisent ou peut-être même qui baissent légèrement, donc ça justifierait éventuellement des négos ardus après dans les. Et ne pas oublier aussi, il faut garder en tête que les prix alimentaires en France sont structurellement plus élevés que les prix alimentaires au niveau européen. C'est des données Eurostat officielles, hein. On a un écart systématique qui tend un petit peu à se réduire depuis quelques années, mais on est 8% plus cher que la moyenne européenne. Voilà, il faut garder ça en tête. Donc les prix ne peuvent pas non plus monter au ciel. D'ailleurs, on l'a vu, quand les prix ont fortement augmenté en 2023, il arrive qu'à un moment, ça passe plus. Joël, la parole à la coopérative de Sèvres aussi, pour nous expliquer effectivement la filière, si tu peux nous éclairer, parce que je pense qu'elle est assez typique et puis elle connaît des dynamiques qui peuvent être aussi assez typiques, c'est-à-dire pas forcément identiques à ce qui se passe dans le 1, voire peut-être même très, très différentes, voire opposées. Ouais, effectivement, j'avais commencé par ça. Je pense que c'est pas typique, mais plutôt très atypique notre activité. Et effectivement, on est très déconnecté de ce que Philippe a pu expliquer. Là, on va se rejoindre entre ce que disent Isabelle et Philippe, c'est plus sur la partie commercialisation. On va rencontrer deux problématiques n'importe quelle filière. Par contre, tout ce qui est avant, on est dans un autre monde, complètement différent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, donc déjà, le marché du sel en France, c'est dans l'alimentaire, c'est à peu près 180 000 tonnes utilisées en alimentaire, toute consommation confondue. Et dans ces 180 000 tonnes, vous avez une majorité de sel alimentaire, donc c'est du sel industriel, et puis vous avez entre 15 et 20% de sel d'origine, comme je l'appelle, donc c'est un sel marin gris alimentaire. Donc on a très peu d'opérateurs et à proposer celle-là, on va représenter à peu près 20% du marché. Sur ces 180 000 tonnes, il y a 50 000 tonnes d'apportées et on en exporte à d'autres autant. Alors c'est très variable d'une année à l'autre, mais en moyenne, on en importe 50 pour en exporter 50 000. Et là encore, la quote-part du sel marin gris alimentaire, le nôtre, je parle tout opérateur confondu, pas que de l'entier, on représente, à mon avis, très peu aussi, pas plus de 10-15% des exportations. Voilà. Donc la production chez nous, déjà Noirmoutier, on est 120 sauniers à peu près sur l'île de Noirmoutier. On dit saunier, c'est sud-Loire et Palidier, nord-Loire. Il faut faire la différence avec les petits voisins du haut. Mais c'est le même métier, exactement les mêmes pratiques. 120 sauniers, on a une centaine de coopérateurs adhérents à la coopérative. Donc c'est des associés, la coopérative leur appartient. On est 35 salariés à peu près. Et au niveau de la production, on produit environ 2700 tonnes aujourd'hui et on a la prétention de croître. Donc, contrairement à ce qui peut se passer sur les filières agricoles autres,
Chez nous, on est plutôt en croissance en nombre de sauniers, en nombre de producteurs agriculteurs en fait. On arrive à augmenter cette quote-part de producteurs tous les ans. Vous allez agrandir l'île? Alors, avec ces limites, effectivement, tu fais bien de souligner parce que de toute façon, voilà, il y a des marais, il y a beaucoup de marais disponibles, hein, mais beaucoup qui sont en friche, qui sont, d'un point de vue économique, c'est pas rentable de les rafraîchir. Donc, on va très rapidement limiter. On va vite arriver à notre niveau max de 3200 tonnes, à mon avis, c'est le maximum qu'on va pouvoir faire au niveau de la coopérative. Ce sera un produit rare. Voilà. Qui va se fabriquer ou qui va arriver à ce seuil. Voilà, et c'est là où je voulais en venir en fait, hein, c'est que à terme, on est convaincu qu'il n'y aura pas assez de sel d'origine sur le marché. Enfin, moi, je suis absolument convaincu de ça, parce que même si on est à 180 000 tonnes, la quantité de sel consommée en alimentaire diminue tous les ans, on est sur un marché décroissant. En revanche, le sel d'origine est en train de gagner des parts du marché. C'est-à-dire que là, on va les industriels ou les consommateurs en général s'orientent plus vers des sels de qualité, vers un sel avec moins de sodium, voilà, avec des équilibres physiologiques qui correspondent plus à notre organisme, etc. C'est pour ça qu'on a la prétention de dire que de toute façon, à horizon 4-5 ans, on n'aura pas assez de sel sur le marché, donc on aura une politique de choix du client, et donc ça c'est plutôt assez confortable. Ça ne me trompe pas, mais la tendance est là. Donc voilà, nous on est sur un marché, on ne subit absolument pas les hausses de prix, on n'a pas de variation des intrants, parce qu'il n'y a pas d'intrants en fait, hein. On a juste des variations du coût de la vie. Donc c'est le coût de vie du saunier qui va faire que le sel peut être amené à augmenter, et la matière première elle est très stable au niveau prix. Et ça, comment on arrive à le faire, en fait, c'est simplement, on régule le marché avec le stock. C'est-à-dire qu'on va stocker pour ne pas inonder le marché avec la totalité de notre production. Et on peut varier le stock de 2 à 5 ans, voire 6 ans, voire 7 ans de stock pour justement garder une alimentation sur le marché très équilibrée qui permet de maintenir les prix. Ça, c'est la première chose. Un confort assez fort dans cette production. Voilà. De pouvoir stocker de longues années avec matière première. Parce que ces matières premières complètement stables, il suffit de la mettre à l'abri de l'eau et c'est un minéral qui est complètement neutre, donc il ne se passe rien en 7 ans en fait. Hein. Donc ça c'est très confortable et en fait c'est notre modèle économique qui repose essentiellement là-dessus. C'est surtout de ne pas aller inonder le marché avec les productions d'une année sur l'autre, mais réguler en fonction du besoin. Donc, après, effectivement, les sauniers qui travaillent en coopérative, les premières années sont assez difficiles parce qu'ils vont apporter la totalité de leur production à la coopérative. Par contre, la coopérative, elle est rémunérée que sur la quote-part qui va être commercialisée. Donc, d'année en année, on essaie quand même d'ajuster le niveau de vente de stock pour avoir 3 ans minimum de stock. Ça, c'est ce qui est le plus confortable pour nous parce que même si on subit les aléas météorologiques d'année en année, c'est plutôt favorable, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des années sans production parce qu'on peut avoir beaucoup d'orages avec beaucoup d'eau douce qui vont diluer les zones de stockage d'eau salée. Et du coup, on peut avoir des années sans production. Donc, il faut être capable de nourrir les contrats d'une année sur l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on se dit 3 ans, comme ça, si on a 2 années blanches sans production, bah, on a quand même du stock pour honorer nos contrats. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, ça, c'est au niveau de la production. Donc, on a finalement très peu de variations de coûts de matières premières et on arrive à stabiliser le prix de la matière première sur le marché comme ça. Ensuite, on a quand même des coûts de transformation qui consistent essentiellement à faire du tamisage et du conditionnement. Donc, il y a tout un peu de transformation. En fait, on reste sur un sel 100% naturel. Et puis après, les coûts de distribution, donc transport, logistique, et puis tout le coût de main-d'œuvre. Parce qu'on utilise quand même pas mal de main-d'œuvre. Hein. Je crois que pour faire c'est une tonne de sel, on doit utiliser à peu près 60 ETP sur notre mode de production, complètement manuel, alors qu'un sel industriel, ils vont utiliser 2 ou 3 ETP pour la même quantité de sel. Est-ce que c'est mécanisé dans ces C'est complètement mécanisé. Alors que nous, tout est manuel, ce qui fait que c'est vraiment le coût main-d'œuvre qui va impacter au niveau de la coopérative les variations de coût. Donc on arrive à les répercuter. Donc ensuite, si on atteint sur le marché,
On est du coup à Cormoutier, en tous les cas, on est plutôt situé sur un marché ultra premium. On se positionne en tant que premium, c'est notre volonté parce que, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, dans 4-5 ans, on n'aura pas assez de sel. On n'a aucun intérêt d'aller attaquer le marché par le prix, ou par le volume. Nous, on attaque plutôt effectivement par le volume. Et contrairement à ce qui a pu se passer sur les 2 dernières années, avec une forte inflation, alors on a connu aussi cette inflation sur des produits, pas forcément que de notre ressort, mais nos partenaires GMS ne sont pas gênés d'aller mettre des augmentations de prix sur nos produits, alors que nous, on ne les avait pas forcément augmentés. Ça, c'est le jeu. Et du coup, excusez-moi, je perds mon fil. Et du coup, Soit dit en passant, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a des effets mécaniques sur lesquels on peut surfer en tant que distributeur. Voilà. C'est-à-dire que comme il y a une augmentation généralisée des prix, alors même des produits pour lesquels on ne pressent pas, enfin c'est pas pressant, il n'y a pas de raison objective ou factuelle d'augmenter, il y a quand même une tendance haussière. Donc, voilà, haussière. Et du coup, on a connu quand même, enfin le retour qu'on a eu de certains de nos clients GMS, c'est que les produits premium avaient beaucoup souffert. Et en fait, chez nous, on a vu un petit peu le contraire. On a 2 catégories de produits. Les produits dans le haut du panier, on a les produits plutôt basiques qui sont le gros sel qu'on utilise communément en cuisine, et puis la fleur de sel. Et en fait, on a souffert effectivement en gros sel, pas du fait de l'augmentation des prix, mais lié à la concurrence avec des opérateurs pour casser un peu les prix pour se repositionner et faire du volume. Et la fleur de sel, où on est beaucoup moins d'opérateurs. Là, on s'en est très bien tiré avec une augmentation de 4% en volume, en fait, de nos ventes. Donc, on était un petit peu à l'inverse de ce qui s'est passé sur le marché. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment très atypique. Ensuite, sur le marché global, on s'en est très bien tiré, nous, ces 2 dernières années, principalement grâce à l'export. On a des contrats outre-Atlantique, entre autres, grâce notamment à des chercheurs d'auteurs qui ont mis en avant les bénéfices nutritionnels, techniques, technologiques de notre sel. Et du coup, il y a une petite frénésie sur la consommation du Celtic Sea Salt aux États-Unis. Et c'est ce qui nous a permis, nous, de tirer notre épingle du jeu en 2023. Ceci dit, il ne faut pas qu'on s'en marche sur nos lauriers parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème monétaire, parité euro-dollar. C'est vrai que Philippe le soulignait tout à l'heure, les marchés à l'export, on l'a vu sur le vin, etc. C'est un risque. Donc on doit rééquilibrer notre marché et se repositionner en France. Et c'est pour ça qu'entre autres, on a choisi de se faire accompagner par une boutique, par le label, pour essayer de convaincre le consommateur de mettre en avant que notre produit, en fait, il est uniquement fait et commercialisé pour assurer une juste rémunération des producteurs. Et puis, voilà, on est sur un produit complètement biologique, tout à fait naturellement, donc on arrive aussi à communiquer dans le sens local des consommateurs. Et en plus, on contribue fortement au développement économique de notre territoire, puisque sur l'île, on est peut-être le 3e ou 4e acteur, le plus gros employeur de l'île. Donc on contribue énormément à ce développement. Voilà. Intéressant parce que le sujet, c'est effectivement la pérennité des filières et quelle place pour l'équitable. Donc on se rend compte que peut-être c'est partie de la réponse finalement, l'équitable, notamment pour des filières pour lesquelles on a besoin de sécuriser des débouchés. Je rappelle au passage qu'effectivement la garantie équitable, c'est un prix rémunérateur pour le producteur basé sur des règles de production et puis une contractualisation individuelle depuis l'agriculteur jusqu'au metteur en marché. Donc c'est une mécanique qui fonctionne, qui a produit ses effets et qui, là, on est sur notre stand, on voit bien qu'il y a plein de produits et que des petites entreprises, des grandes, des petites, grosses marques sont capables de s'engager, ils sont capables de faire la différence avec des accords de cet ordre. Succinctement, je dirais une réaction, Isabelle, Philippe, sur l'idée d'un commerce finalement alternatif dans lequel on passe des accords filières, on pérennise des volumes, des prix et une durée entre des acteurs. Est-ce que pour vous, ça participe à l'équilibre et à un outil de souveraineté alimentaire, ou est-ce que c'est qu'une partie de la réponse et il y a tellement d'enjeux différents ou qui nous dépassent que ça ne peut pas forcément facilement passer à l'échelle? Je ne sais pas quel est votre sentiment, votre avis expert là-dessus. Alors, avis d'expert, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est extrêmement intéressant ce que vous venez d'expliquer.
Effectivement, je disais tout à l'heure que les marchés plutôt premium, valorisés, etc., avaient plutôt eu tendance à se contracter en 2023 et vous avez vécu l'inverse. Mais ce qui est vrai aussi, sur un plan juste purement statistique, quand on observe ces marchés qui sont en forte baisse, sont des marchés chers au kilo, rapportés au kilo, avec une valeur faciale élevée. Alors que le sel, enfin, je ne sais pas combien est commercialisé, votre fleur de sel. C'est pas si élevé que ça. On est beaucoup, effectivement, on est beaucoup moins cher que les produits premium, du saumon, comme le poisson, etc. Voilà. Donc, effectivement, au kilo, en facial, on reste sur ces petits prix. Des petits prix, voilà. Même s'il y a une récurrence d'achat quand même, puisqu'on en consomme tout le temps, on en a besoin tout le temps, on reste sur des prix tout à fait abordables. C'est peut-être ça l'explication. Oui, et puis ça témoigne aussi de l'attachement des Français à ces produits terroirs locaux, ce qu'on a beaucoup vu, hein, notamment avec une certaine forme de concurrence aussi par rapport aux produits bio. On s'est rendu compte que tout ce qui était type cycle patron, toutes ces dynamiques équitables avaient tendance à mieux fonctionner que d'autres produits qui n'ont pas cette dimension éthique. Et moi, je suis persuadée que, passé cette crise inflationniste économique que nous vivons, je suis persuadée que c'est quelque chose qui va revenir au cours des prochains mois. Alors maintenant, le développer sur l'ensemble des filières, je pense que ce serait assez compliqué. C'est quelque chose qui est dans le texte assez séduisant, intéressant. C'est jouable sur un produit comme le sel parce que on ne craque pas le sel. C'est pas comme par exemple un bœuf. Un bœuf en France, on ne va pas tout consommer. Il y a une partie qu'on va consommer, d'autres qu'on va exporter. Donc c'est compliqué de mettre en place ce type de filière sur des marchés complexes. Et ton avis sur ce commerce alternatif qui a vocation à pérenniser? Je partage tout à fait ce qui a été dit. Alors, honnêtement, je pense que c'est une partie de la solution. C'est évidemment pas la solution unique, parce qu'en fait, les réalités sont extrêmement complexes. Ça a été dit sur les filières. Il y a des filières qui sont plus adaptées à la contractualisation et à la mise en place de ce type de label-là que d'autres. Voilà, je parlais du lait où c'est très contractualisé, sous label ou non. Mais il y a des filières aussi plus compliquées, des filières d'élevage, bovin, porcin, volaille, c'est un petit peu plus compliqué. Là, l'exemple du sel est extrêmement intéressant et en fait est un petit peu à part sur un certain nombre de filières parce que voilà, c'est un marché très particulier, un produit qui est stockable extrêmement longtemps, avec des capacités de stockage qui permettent de jouer sur le marché, etc. Ce qui n'est pas le cas sur un certain nombre de filières. Voilà, donc ça c'est un premier. C'est pas côté en bourse, ça c'est une très grosse différence. Il n'y a pas d'internalisation du marché, comme on peut voir. Je l'ai dit sur la filière grains et sucre. Voilà, je pense qu'il y a effectivement passer un peu cette grosse bosse inflationniste. Je partage tout à fait ce point de vue. Je pense que c'est des dynamiques qui vont revenir. On l'a vu sur le bio où ça s'est effondré. On avait une croissance du bio très élevée depuis quelques mois, de 3 ans. En fait, on est heureux sur une décroissance un peu à quasiment de chiffres. Et effectivement, on voit un peu cette tendance générale avec des exceptions et très intéressantes de la voir. Je pense que ça va effectivement revenir. Il y a aussi un sujet côté vraiment aval consommateur. Je pense de sensibilisation à ces logiques-là. Après, effectivement, on y revient souvent. Il y a des sujets de budget des ménages, des sujets de revenus, des ménages moins aisés que d'autres. Et effectivement, il y a des arbitrages qui sont faits tous les jours, que ce soit en GMS, restaurant ou ailleurs, enfin sur toutes les plateformes entre guillemets, sur lesquelles on peut consommer. Donc voilà, c'est très variable. Il y a beaucoup de réalités, mais je pense que en conclusion, je dirais que c'est une partie de la solution qu'il faut encourager et dynamiser autant que faire se peut.
Merci à tous. On arrive bientôt à la fin. Il nous reste 2 minutes. Alors, je vous propose soit un petit mot de la fin si vous avez une idée que vous vouliez partager et que vous n'avez pas réussi à passer lors de cette conférence. Et sinon, un petit point d'actualité qui me semble important, c'est qu'effectivement, le contexte de Sabine s'est ouvert dans un contexte on va dire de crise, dans le sens où c'était un point culminant d'un point de vue médiatique, mais nous, on vit tous cette réalité-là dans le quotidien de travail. Comment est-ce que vous voyez, vous, les semaines et les mois à venir sur cet aspect, justement, sécurisation du prix agri, respect des conditions économiques du producteur en 2 mots, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça va continuer son chemin sur l'aspect politique, médiatique, législatif peut-être, ou est-ce que c'est une dynamique de fond qui de toute façon fait partie du quotidien et continuera de jouer dans des univers respectifs sa part du jeu habituel? Parce que pour le commun des mortels, je dirais, tout le monde a vu BFM, tout le monde sur le pont sur ce sujet-là, à la tout ça. Et est-ce que ça tiendra dans le durée, est-ce que ça produira ses effets, ou est-ce que de notre point de vue, de toute façon, il y a quand même des réalités de fond qui font que ce sujet sera un parmi tant d'autres dans les semaines et mois Je me veux très optimiste. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu qu'on n'aura pas cette scène d'origine sur le marché. C'est plutôt assez favorable. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que alors nous, c'est difficile de mesurer réellement l'effet de notre récente labellisation, celle de 2022 énergétique. C'est difficile parce que nos produits en GMS étiquetés énergétiques ont été commercialisés à partir de mi-2023, donc on n'a même pas une année complète. Donc, assez difficile de savoir. On ne sait pas si c'est une partie de la réponse, en tous les cas, de notre maintien sur notre marché en 2023. Je pense que s'il y a contribué, ce n'est pas le seul levier, il faut l'associer à d'autres qui vont plus sur le développement durable et sur la réduction du plastique, etc. dans les emballages. En tous les cas, pour nous, c'est vraiment un levier de communication super important. Premier que nous, on est une toute petite coopérative, on a très peu de moyens, et ce genre de label, c'est essentiel pour nous. Je pense qu'on a vraiment fait le bon choix de choisir une éthique commerce équitable pour communiquer auprès des consommateurs, qui est, à mon avis, de toute façon, c'est juste de paix, de plus en plus sensible à cette, on voit bien la mobilisation du grand public qui soutiennent les agriculteurs aujourd'hui, qui sont vraiment en adéquation avec ce besoin de juste rémunération du monde agricole. Plutôt très confiant. Merci, Isabelle. Un dernier mot. Un dernier mot, alors. Je n'ai pas de boule de cristal pour dire comment ça va évoluer dans les mois, les années à venir. Ce que je constate, c'est que on est en plein salon. Il y a eu une ouverture assez mouvementée, des annonces plus ou moins partielles qui ont été faites. C'est un peu simpliste de dire ça, mais je pense qu'il faut du temps au temps pour voir l'effet de ces mesures, si ça va impacter ou pas, et puis voir ce qui a été sorti hier. J'entendais Agnès Pannier-Runacher qui était sur le plateau du Sénat sur le centre de la coopération agricole et qui évoquait le prix plancher qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Voilà, je pense qu'elle a pris son poste il n'y a pas très longtemps et voilà, il y a des annonces qui sont faites concrètement parlant. On ne sait pas encore de quoi il va en ressortir. Donc je pense que voilà, c'est pas la crise agricole qu'on vit me paraît pas être complètement terminée. Ça revient régulièrement, on le voit, ça revient régulièrement. Voilà, je pense qu'il faut laisser du temps au temps aux mesures qui ont été annoncées. Et voir un petit peu l'effet que ça a sur la répartition de la valeur sur la chaîne agroalimentaire et puis la santé économique des filières agricoles d'un point de vue global. C'est vrai, un dernier mot. Concernant la répartition de la valeur dans la chaîne, moi j'aimerais entendre un petit peu plus la création de valeur, parce qu'on en parle très peu avant de la répartir, il faut la créer. Donc ce serait bien d'être aussi dans cette dynamique de création de valeur. Concernant optimisme, pessimisme quant à la suite, je dirais que je suis modérément optimiste.
On a vu, dans la grande distribution en particulier, on voit régulièrement de nouvelles lois, les Egalim, les Egalim, on a eu des lois Galant, chaque année quasiment de lois au cours des 15 dernières années. Et en définitive, est-ce que la situation des agriculteurs français s'est vraiment améliorée? Pas vraiment. Donc le souci pour moi est avant tout demande une vision écosystémique. Si le fait de faire des lois sur l'exploitant agricole versus une distribution alimentaire, finalement ça n'aboutit pas à grand chose. Il faut vraiment embarquer tout le monde, donc y compris la restauration hors foyer qui n'est pas souvent intégrée en fait, pas suffisamment en tous les cas dans toutes ces lois, intégrer la partie export et intégrer également ce qui se passe en haut du compte d'exploitation des exploitants agricoles, c'est-à-dire leur coût d'achat. Parce que, vous disait tout à l'heure, ces coûts d'achat sont extrêmement importants et on se rend compte qu'il y a également une forte concentration en amont, que ce soit au niveau des producteurs de semences, d'engrais, de machinisme agricole. Voilà, il y a peut-être d'autres champs à investiguer pour faire en sorte qu'on réussisse enfin à améliorer le sort des exploitations françaises. Merci beaucoup, merci Isabelle, merci Philippe, merci Joël. Riche échange et vraiment intéressant de vous avoir eu avec ces regards croisés pour cette conférence sur le stand d'Agriéthique. Très heureux de vous avoir accueillis et puis d'avoir pu échanger sur ce sujet crucial pour vous. Merci encore et puis je vous dis à bientôt. Merci.